Tu ouvres les yeux et avant même que ton pied ne touche le sol, une vague de fatigue t'engloutit. Ton corps se lève par réflexe, mais ton esprit est déjà à terre, traînant des chaînes invisibles. La journée n'a pas encore commencé et pourtant, tout en toi est lourd. Tes pensées tournent en boucle, ta poitrine semble compressée, et même le silence matinal te pèse comme une accusation. Tu regardes autour de toi, le café attend dans la cuisine, ton téléphone clignote avec des notifications, et le monde dehors te hurle. Bouge-toi, tu peux tout accomplir. Mais laisse-moi confier une vérité que j'ai apprise après des années à me noyer dans cette même spirale. Ce n'est pas juste un mauvais jour, ce n'est pas juste un manque de sommeil, tu es malade. Et cette maladie ne vit pas seulement en toi, elle est partout, tissée dans les rouages d'une société qui nous broie en silence. Alors prends une grande inspiration, installe-toi, parce qu'aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce qui nous épuise, et je te promets qu'à la fin, tu te sentiras un peu moins seul dans ce combat. Je me souviens d'un matin, il y a quelques années, où je me suis réveillé avec cette sensation d'être déjà en retard sur tout. J'avais un boulot que j'aimais, des amis, des projets qui me faisaient vibrer, mais quelque chose clochait. Chaque jour, je me levais avec l'impression de porter un sac de pierre sur les épaules. Je faisais défiler Instagram, voyant des gens vivre des vies apparemment parfaites, des entrepreneurs qui se levaient à 5 heures du matin, des influenceurs qui voyageaient sans arrêt, des collègues qui semblaient tout gérer sans effort. Et moi, j'avais du mal à répondre à un email sans sentir mon cœur s'accélérer. J'ai passé des mois à me demander ce qui n'allait pas chez moi. Pourquoi je n'arrivais pas à suivre le rythme? Pourquoi je me sentais si vide, même après avoir coché toutes les cases de ma to-do list? C'est là que j'ai découvert les écrits de Byung-Chul Han, un philosophe qui a mis des mots sur ce malaise. Il appelle ça la société de la performance. Un monde où on te fait croire que tu es libre, mais où chaque seconde de ta vie est jugée, mesurée, optimisée. Et si tu te sens prisonnier, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que ce système est conçu pour te faire courir jusqu'à l'épuisement. Cette prison n'a pas de mur visible. Personne ne te pointe du doigt en te criant de travailler plus dur. Non, c'est bien plus subtil et bien plus cruel. C'est une voix dans ta tête. Une voix que tu as appris à écouter sans même t'en rendre compte. Elle te murmure. Tu n'as pas fait assez aujourd'hui. Tu pourrais être plus productif. Tu devrais être meilleur. Cette voix, je l'ai entendue pendant des années. Elle me réveillait à 3 heures du matin pour vérifier mes messages. Elle me faisait accepter des projets alors que j'étais déjà débordé. Elle me poussait à dire oui à tout. Par peur de rater une opportunité, par peur de ne pas être à la hauteur. Et le pire, je pensais que c'était normal. Que c'était juste le prix à payer pour réussir dans la vie. Mais ce n'est pas normal. Cette idée qu'on doit transformer chaque moment en une occasion de briller, chaque pause en une opportunité manquée, chaque respiration en un pas vers un objectif, c'est une illusion toxique. Tu n'es pas juste fatigué, tu es en burn-out. Pas le genre de burn-out qu'on répare avec un week-end au spa ou une nouvelle appli de méditation. C'est un burn-out existentiel, celui qui te vide de l'intérieur pendant que tu continues à sourire pour que personne ne voie que tu t'effondres. Si ce que je décris te semble familier, ce n'est pas une coïncidence, c'est parce que nous sommes tous pris dans le même piège. La société de la performance nous a transformés en machines d'auto-exploitation. Byung-Chul Han explique que, contrairement aux sociétés disciplinaires d'autrefois, où le pouvoir était visible, des patrons qui criaient, des règles strictes, des punitions claires, aujourd'hui le pouvoir est invisible. Michel Foucault parlait de la société disciplinaire, un monde où on te disait « tu ne peux pas », où la surveillance était évidente, des prisons, des usines, des écoles avec des ordres clairs. Mais ce monde a changé. Maintenant, on ne te dit plus « tu ne peux pas ». On te dit « tu peux tout faire ». Tu es libre. Le monde est à toi. Ça semble inspirant, non? Sauf que c'est un piège. Parce que quand tout repose sur toi, chaque échec devient ta faute. Chaque moment de repos devient une culpabilité. Chaque doute devient une preuve que tu n'es pas assez fort.
J'ai passé des années à me blâmer pour ne pas être à la hauteur. Combien de fois t'es-tu reproché de ne pas avoir tout accompli, même quand tu avais donné tout ce que tu avais? Ce qui rend ce système si vicieux, c'est qu'il a infiltré chaque aspect de nos vies. Même nos moments de répit sont devenus des objectifs. Je me souviens avoir commencé à méditer pour me détendre. J'étais tellement stressé que je me suis dit « Allez, ça va m'aider à ralentir ». Mais en quelques semaines, j'étais en train de télécharger des applis pour traquer mes sessions, de lire des articles sur la méditation productive, de me fixer des objectifs pour méditer plus longtemps, mieux, plus profondément. Même mes promenades dans le parc sont devenues des moments d'optimisation mentale. J'écoutais des podcasts inspirants, je notais des idées pour mes projets, je transformais chaque pas en une occasion de m'améliorer. Tu vois l'absurdité? Rien que si on échoue, c'est qu'on n'a pas assez essayé. Mais c'est faux. Ce n'est pas toi qui échoue, c'est le système qui est brisé. Cette pression a un nom, la violence de la positivité. Byung-Chul Han décrit ça comme une nouvelle forme de contrôle, bien plus subtile que l'oppression d'autrefois. Avant, le pouvoir nous limitait par des interdictions. Aujourd'hui, il nous contrôle par des incitations. On nous bombarde de messages positifs. Crois en toi, repousse tes limites, deviens la meilleure version de toi-même. Ces slogans semblent motivants, mais ils cachent une injonction cruelle. Ne jamais s'arrêter, ne jamais douter, ne jamais être vulnérable. Et si tu te sens mal, si tu es triste, si tu es épuisé, eh bien c'est que tu manques de discipline, de gratitude ou d'un nouveau régime alimentaire. La positivité est devenue une arme. Elle te force à sourire alors que tu t'effondres, à dire « tout va bien » alors que tout en toi hurle. Elle te coupe de tes émotions, de tes limites, de ton humanité. J'ai passé des années à essayer de me conformer à cet idéal de productivité heureuse, et tout ce que ça m'a apporté, c'est de l'anxiété et un sentiment de vide que je ne comprenais pas. Il y a 3 ans, j'ai traversé une période où je ne pouvais plus continuer. J'étais à bout. Je me réveillais avec des crises d'angoisse, je passais mes journées à jongler entre des deadlines, des réunions, des messages, et pourtant, je me sentais toujours en retard. J'avais l'impression d'être un imposteur, de ne pas mériter ma place, de ne jamais être assez. Mes amis me disaient « Tu fais tellement de choses, tu devrais être fier », mais je ne ressentais rien d'autre qu'un vide grandissant. Un soir, j'ai craqué. J'ai éteint mon téléphone, fermé mon ordinateur, et je me suis assis sur mon canapé, dans le silence. Ce silence m'a terrifié, parce qu'il m'a forcé à écouter tout ce que j'avais ignoré pendant des années. Ma fatigue, ma tristesse, ma colère contre moi-même. Mais c'est aussi dans ce silence que j'ai commencé à comprendre. Ce n'était pas moi le problème. C'était le monde dans lequel je vivais, un monde qui me demandait d'être une machine, pas un humain. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu n'es pas seul dans cette lutte. Cette sensation de vide, cette fatigue qui ne s'explique pas, cette impression de courir sans jamais arriver nulle part, ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Ton corps, ton esprit, ton âme te parlent. Ils te disent que ce mode de vie, cette course effrénée, n'est pas fait pour toi, parce que tu n'es pas une machine. Tu es un être humain, avec des limites, des désirs, des failles, et ces failles ne sont pas des défauts à corriger. Elles sont la preuve que tu es vivant. Byung-Chul Han parle de cette crise comme d'une maladie collective. La dépression, l'anxiété, le burn-out ne sont pas des... Ce moment m'a appris quelque chose de puissant. Dire non est une révolution. Dire non à la pression, aux attentes, à l'idée qu'il faut toujours faire plus. Dire oui à toi-même, à ta fragilité, à ton droit d'exister sans avoir à le prouver. Byung-Chul Han propose une idée radicale. La véritable liberté commence quand tu acceptes de ne pas pouvoir. Pendant longtemps, on nous a fait croire que la liberté, c'est la capacité de tout faire, de réussir, de produire, de voyager, de tout gérer. Mais cet excès de possibilités est une prison, parce que si tu peux tout faire, alors tu dois tout faire. Et si tu échoues, c'est ta faute. Mais et si tu refusais cette logique? Et si tu disais « Je ne peux pas tout faire, et c'est ok ».
Je ne veux pas tout faire, et c'est ok. Je suis assez, juste comme je suis. Ce non est un acte de pouvoir. C'est un refus de te plier à l'injonction de performance. C'est un geste de résistance contre un système qui te demande de te consumer pour prouver ta valeur. Et quand tu commences à dire non, quelque chose change. L'anxiété s'apaise, la culpabilité s'efface, la précipitation se transforme en respiration. Tu n'as plus besoin de courir après toi-même, parce que tu es déjà là, entier, maintenant. Mais je ne vais pas te mentir, ce n'est pas facile. Dire non demande du courage, parce que le monde va continuer à te pousser, à te juger, à te rappeler que tu pourrais faire plus, être plus. Mais tu peux choisir de ne pas écouter. Tu peux choisir de te reconnecter à toi-même. Pour moi, ce chemin a commencé par de petites choses. J'ai arrêté de vérifier mes emails le soir. J'ai désactivé les notifications sur mon téléphone. J'ai commencé à marcher sans écouter de podcast, juste pour entendre le bruit de mes pas. J'ai appris à savourer un café sans penser à la prochaine tâche. Ces gestes semblent minuscules, mais ils ont changé ma vie. Ils m'ont rappelé que je ne suis pas une machine à produire, mais un être humain avec des besoins, des émotions, une profondeur. Et toi, par où pourrais-tu commencer? Peut-être en te donnant une heure sans écran, peut-être en disant non à une demande qui te pèse, peut-être en t'autorisant à ne rien faire, juste pour voir ce qui émerge dans le silence. Byung-Chul Han nous rappelle que dans le passé, l'ennui était un espace sacré. C'était dans l'ennui que naissaient les grandes idées, les œuvres d'art, les réflexions philosophiques. Mais aujourd'hui, nous avons appris à fuir l'ennui comme s'il était un ennemi. Nous remplissons chaque seconde avec des stimuli, parce que nous ne nous arrêtons jamais assez longtemps pour nous retrouver. Alors, je t'invite à essayer quelque chose. La prochaine fois que tu te sens débordé, au lieu de chercher une distraction, assieds-toi dans le silence. Laisse l'inconfort monter, laisse les pensées défiler, laisse le vide s'installer. Au début, ça peut être déstabilisant, mais si tu tiens bon, tu verras que ce vide n'est pas un gouffre. C'est un espace où tu peux respirer, où tu peux exister sans avoir à performer. C'est dans ce vide que tu redécouvres qui tu es, au-delà des attentes, des objectifs, des métriques. Et si on allait plus loin? Parce que dire non, s'arrêter, c'est un début, mais ce n'est pas la fin. Pour vraiment sortir de cette société de la performance, il faut repenser notre rapport au temps, au travail, aux autres, à nous-mêmes. Byung-Chul Han parle de la contemplation comme d'une antidote à l'hyperactivité. La contemplation, ce n'est pas juste méditer ou regarder un coucher de soleil. C'est une manière d'être au monde, une présence pleine, sans objectif, sans attente. C'est regarder un arbre sans penser à autre chose. C'est écouter un ami sans préparer ta réponse. C'est sentir ton propre souffle sans essayer de l'optimiser. La contemplation nous ramène à l'essentiel, le fait d'être, simplement. Je me souviens d'un voyage que j'ai fait il y a quelques années, dans un petit village loin de tout. Pas de Wi-Fi, pas de réseau, juste des montagnes et le bruit d'une rivière. Au début, j'étais agité. J'avais l'impression de perdre mon temps, de rater des opportunités. Mais au bout de quelques jours, quelque chose s'est ouvert en moi. Je me suis mise à remarquer des détails que j'ignorais d'habitude. La texture des feuilles, le chant des oiseaux, la façon dont la lumière changeait au fil de la journée. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas en train de courir après quelque chose. J'étais juste là, vivant. Ce voyage m'a appris que la vie n'a pas besoin d'être productive pour être riche. Elle n'a pas besoin d'être mesurée pour être belle. Ce que je veux te transmettre, c'est que cette richesse est à ta portée. Tu n'as pas besoin de tout quitter pour la trouver. Tu peux commencer là où tu es, avec ce que tu as. Peut-être que c'est en prenant 5 minutes chaque matin pour respirer sans écran. Peut-être que c'est en disant non à une réunion qui ne te concerne pas vraiment. Peut-être que c'est en te permettant de lire un livre
sans souligner chaque phrase utile. Ces petits actes de résistance s'additionnent. Ils te rappellent que tu as le droit de vivre à ton rythme, à ta manière. Mais il y a un obstacle, et il est de taille, la peur du jugement. Parce que quand tu commences à ralentir, à dire non, réel. Je l'ai ressenti quand j'ai décidé de réduire mes heures de travail pour avoir plus de temps pour moi. Mes collègues me regardaient comme si j'avais perdu la tête. Tu es sûr? Tu vas rater ta chance. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que ma chance, ma vraie chance, c'était de vivre une vie qui me ressemblait, pas une vie dictée par les attentes des autres. Byung-Chul Han nous met en garde. Dans la société de la performance, le succès n'est pas une récompense, c'est une obligation, et ceux qui refusent de s'y plier sont souvent marginalisés, jugés, exclus. Mais ce jugement, cette exclusion, c'est le prix de la liberté, parce que la liberté, la vraie, ne vient pas en suivant le troupeau. Elle vient en traçant ton propre chemin, même si ce chemin est plus lent, plus sinueux, plus incertain. Et ce chemin commence par une question simple, mais essentielle. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas ce que le monde veut pour toi, pas ce que tes parents, tes amis ou les réseaux sociaux veulent pour toi. Qu'est-ce que toi, au fond de ton cœur, tu veux? Pour répondre à cette question, il faut du temps, du silence, de l'espace. Et c'est pourquoi s'arrêter est si important. Parce que c'est dans la pause que tu entends ta propre voix, celle qui a été étouffée par le bruit du monde. C'est dans la pause que tu redécouvres ce qui te fait vibrer, ce qui te donne du sens, ce qui te rend vivant. Et quand tu commences à écouter cette voix, tout change. Tu ne vis plus pour performer, pour plaire, pour prouver. Tu vis pour toi. Si cette vidéo t'a touché, si elle a mis des mots sur ce que tu ressens, je t'invite à faire une chose. Partage ton histoire dans les commentaires. Dis-moi ce qui te pèse, ce qui te donne espoir, ce qui te pousse à continuer. Parce que quand on partage, on se rappelle qu'on n'est pas seul. Et cette connexion, cette humanité partagée, c'est le début de la guérison. Ensuite, regarde la prochaine vidéo. Elle va encore plus loin, avec des outils concrets pour sortir de cette spirale et retrouver ton souffle. Parce que la transformation, ce n'est pas un sprint, c'est une marche, un pas à la fois, vers une vie où tu n'as plus à te battre contre toi-même pour exister. Alors prends une grande inspiration et commençons ce voyage ensemble.